Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, notre thématique, ça va être les avions. Et de mon côté, je vais nous apprendre à décoller avec le jeu First in Flight. Et toi, Sam? Moi, je vais nous ramener sur Terre avec mon jeu préféré de 2023, Sky Team. Mais avant de se lancer dans les hostilités, puis éviter qu'on fasse un crash soudain dans notre thème. Il va falloir se ramener à l'équilibre. Ben ouais. On va discuter de notre duel de l'an passé, dont la thématique était les jeux de Alexander Pfister, au cours duquel moi j'avais défendu le jeu Great Western Trail. Donc Great Western Trail, ma deuxième édition. Le jeu original qui est comme un classique du genre. Puis là, c'était même pas deuxième édition, c'était Argentina que t'avais. Ouais, mais c'est c'est comme une version de la deuxième édition. Parce qu'il suit les règles de la deuxième édition, mais il modifie un peu les trucs. Mais c'est pas la deuxième édition. La deuxième édition, c'est un autre jeu, c'est une autre entrée à part, ce jeu. Ouais, bon, ok. Parce que, faut le dire, pour la deuxième édition... Il y a à peu près 14 versions de ce maudit jeu-là. Ben, c'est ça, parce qu'ils se sont dit, on va faire Great Western Trail deuxième édition. On pourrait faire un jeu pareil, mais un peu différent. On va l'appeler Argentina. On va le sortir un an ou deux après. Puis en même temps que la deuxième édition, même. Ah oui, il était en même temps, les deux? Quasiment, genre. Ok, je pensais qu'il y avait au moins un an de différence. Non, ils ont comme tout annoncé en même temps. Puis il me semble que ces deux-là, ils se sont suivis pas mal. Puis après ça, ils ont sorti Great Western Trail New Zealand, qui était encore une fois sous le même thème, mais avec une petite variante. Fait que de mon côté, j'avais présenté la version Argentina. Donc, dans Great Western Trail, on est des cowboys qui ont une ferme, puis il faut construire un troupeau de vaches qui vaut de l'argent. L'idée, c'est un peu de suivre la Great Western Trail pour pouvoir aller vendre nos vaches. Puis en chemin, on va pouvoir arrêter à différents emplacements qui vont nous permettre de soit acheter des vaches, utiliser nos vaches pour avoir de l'argent, construire des bâtiments, engager des gens. Puis on va progresser comme ça. Puis le but du jeu, dans le fond, c'est vraiment d'accumuler des points de différentes façons. Fait que c'est ça, c'est un jeu où il y a vraiment beaucoup de mécaniques. Il y a un peu de deck building, il y a un peu de semi-sélection d'actions, j'allais dire, parce qu'on choisit sur quelle tuile on va, puis là, ça nous permet de déclencher différentes actions. Mais tu sais, c'est dans Argentina, il y a un petit peu plus, j'allais dire, de deck building que dans le jeu de base, parce que nos vaches vont avoir une fonction supplémentaire pour nous permettre d'aider des fermiers qui sont dans le trouble. Fait qu'il faut avoir des vaches fortes pour aider les fermiers qui sont dans le trouble. Dans Argentina aussi, on a une mécanique de bateau. Fait qu'une fois qu'on a vendu notre troupeau, nos vaches vont traverser l'océan pour aller être vendues en ville. Ouais. Puis on a différents bonus supplémentaires qui vont avoir lieu en fonction des villes et tout ça. Ouais, tu parlais de deck building, mais tu sais, les cartes font rien en tant que tel. Le but, c'est juste d'en avoir des différentes dans ta main quand t'arrives au bout du chemin, tu sais. Ouais, mais ça a l'air qu'ils ont corrigé ça avec le New Zealand, là. Apparemment que vu que c'est des moutons, tu peux les tondre en chemin, puis quand tu rajoutes des cartes à ton deck qui ont des effets, ben ils t'en font piger une autre. Fait que c'est comme l'aspect deck building a l'air d'être plus présent qu'ils disent. Fait que moi je dirais il est présent maintenant, en tout cas. Ben, il y a quand même c'est d'acheter des vaches différentes, ou sinon tu sais t'as des endroits où il faut que tu aies comme deux vaches de la même couleur pour les vendre. Fait que là, tu peux te dire, ok, je vais aller chercher ce type de vache-là. C'est sûr que de façon générale, tu vas pas mal aller chercher les vaches qui sont différentes puis les vaches qui valent le plus de points. Ouais. Mais il y a certaines actions que tu peux rentabiliser plus si t'as certaines vaches dans ta main. Mm-hmm. Mais moi, je trouve que ça feel plus du set collection que du deck building. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est peut-être plus ça. Mais tu sais, t'as quand même une petite tendance vers. Mais bon, j'ai pas essayé New Zealand, fait que peut-être que lui, il fait, en tout cas, il peut pas le faire moins,
mais il peut le faire un peu plus. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. C'était Great Western Trail. C'est un jeu que j'aime encore beaucoup, mais pour lequel je suis pas super bon. C'est drôle parce que je finis tout le temps par m'emporter dans toutes les mécaniques, à avoir beaucoup de fun, comme à bâtir mes bâtiments puis utiliser ma stratégie, mais c'est rare que je gagne parce que je finis par perdre l'essence du jeu qui est d'aller chercher des points parce que toutes les affaires autour, mais je trouve ça le fun. Fait que j'oublie de faire des points. Puis on parlait au début, puis on s'est mêlé parce qu'il y a plein de versions là, de Great Western Trail, puis tu sais comme le monde demande souvent genre c'est quelle la meilleure version. Et la réponse en fait là, c'est Maracaibo. Quelle erreur. Parce que Maracaibo, il y a beaucoup de ressemblances là, tu sais encore une fois, on va tourner en rond sur une rondelle, puis on arrête à quelque part, puis on fait l'action qui est là. Puis dans celui-là aussi, on a une main de cartes, mais là, il faut pas trop s'attacher à nos cartes parce que les cartes sont multi-usages, on peut les utiliser pour comme marchandises, on peut les ajouter à notre tableau en payant leur coût pour se donner un bonus plus tard, on peut les dépenser dans des quêtes, on peut les mettre dans notre espèce de planning area, là, notre zone de planification. Donc on a une carte vraiment bonne, mais il y a une action qui nous fait défausser notre main pour gagner quelque chose, ben tu peux mettre ta carte que tu veux construire plus tard, mais que t'as peut-être pas les ressources pour en ce moment, pour essayer de cycler ton deck puis aller chercher les ressources que t'as besoin. Tu sais, il y a un aspect de gestion de la main de carte puis que je trouve beaucoup plus intéressant dans ce jeu-là. Puis on a quand même l'aspect, c'est ça, de se promener, un peu salade de points, là, il y a plein d'actions possibles, on peut se spécialiser dans l'exploration, dans les combats pour les différentes nations qui se disputent les Caraïbes. Fait que il y a beaucoup de choses à faire, tout te rapporte un peu de points, puis l'idée c'est justement de pas te perdre dans tout ça, puis de te focusser, de te spécialiser, puis justement Maracaibo aide à le faire un peu aussi en te donnant comme une carte de carrière en début de partie qui va te donner des points puis de l'argent si tu réussis certaines affaires. Fait que t'as comme intérêt à te spécialiser là-dedans un peu, puis après c'est de trouver les cartes puis les combos qui vont fitter avec ça. Là. C'est ça qui fait la partie. Puis c'est cool qu'on en parle là parce que le jeu vient d'arriver il y a pas longtemps sur BGA. Là. Je pense qu'il est rendu en bêta s'il est pas officiellement sorti là au moment où l'épisode va être publié là. Fait que j'y ai rejoué récemment une couple de fois sur la plateforme, puis je l'ai sorti en vrai une couple de fois aussi depuis l'année passée là. Donc c'est un jeu que je continue d'apprécier, puis à toutes les fois que je vois la question là posée sur internet là, j'ai pas de honte à dire là, c'est quoi la meilleure version de Great Western Trail, c'est Maracaibo là, c'est le jeu similaire mais comme juste mieux. Non. Moi, je suis pas d'accord. Vous irez écouter notre épisode pour on en parle en long et en large. Oui. Maintenant, on va passer à l'étape de parler des jeux auxquels on a joué récemment. Et tout récemment, j'ai découvert le jeu Paint the Roses, dont Sam m'avait parlé quelques fois. Donc, Paint the Roses, c'est un jeu qui est paru en 2022, designé par Ben Goldman et publié chez Northstar Game Studio. J'en parle parce qu'en fait, Sam, il m'en a parlé une couple de fois, puis j'accrochais semi, puis là, maintenant, je me suis ramassé dans une situation où j'arrivais avec un nouveau groupe de joueurs qui avait l'air plus à vouloir jouer des jeux co-op, puis l'aspect déduction de certains jeux avait l'air de les attirer aussi. Fait que Sam m'a dit, Paint the Roses, c'est un jeu de déduction co-op. C'est parfait. C'était exactement ce qu'il me fallait, puis finalement, ça a super bien marché. Fait que c'est vraiment une découverte cool. Comme tu as dit, c'est un jeu de déduction co-op. Le thème, c'est qu'on est les jardiniers de la Reine de Cœur de Alice au Pays des Merveilles. Puis, comme on sait, cette reine-là a une santé mentale plus ou moins stable. Puis, c'est comme dur de savoir qu'est-ce qu'elle veut exactement. Fait que le thème, c'est qu'on est tous les jardiniers, puis comme on a chacun une carte de c'est quoi les exigences de la reine à ce moment-ci pour comment qu'on va agencer le jardin. Puis on a toutes des cartes différentes, dans le fond. Moi, je pourrais avoir une carte qui dit « Je veux qu'il y ait du pic à côté du rouge ». Puis Vincent pourrait avoir une carte qui dit « Je veux du jaune à côté du rouge ». Parce que dans le fond, les tuiles qu'on va placer dans le jardin, ça va être des genres de buissons avec une fleur dedans. Puis dans le fond, les buissons, ils ont les formes là, des quatre
sortes de cartes classiques, là, cœur, pique, corps au trèfle, puis on a 4 couleurs de fleurs qui vont aller dedans. Puis dans le fond, quand c'est mon tour d'être le joueur actif, je vais placer une tuile dans le jardin, puis après ça, tous les joueurs vont dire cette tuile-là, combien il y a de tuiles autour qui respectent la condition sur notre carte. Puis après ça, à la fin de chaque tour, il va falloir qu'on devine c'est quoi la condition de un des joueurs. Fait qu'idéalement, le joueur actif va essayer de placer sa tuile pour donner de l'info sur sa carte à lui ou à elle, mais si on veut comme vraiment progresser dans la partie puis pas se faire couper la tête par la reine, ben il faut essayer d'aller chercher de l'information sur les autres joueurs en même temps qu'on en donne sur la nôtre. C'est là qui est comme le cœur du jeu, là, d'analyser, bon, tu sais, quand je place ma tuile, j'ai un marché de 4 qui est disponible, ben laquelle que j'ai pris puis lesquelles que j'ai pas pris, ça peut tout autant donner de l'information, puis où est-ce que je me place, ça peut donner de l'info aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut savoir jongler pour s'assurer de faciliter qu'on devine la carte de quelqu'un. C'est un jeu aussi où est-ce que, une fois qu'on va remplacer cette tuile-là, tout le monde ça va mettre ses cubes pour dire qu'est-ce qui correspond. Puis après ça, il y a une phase de discussion où on peut discuter des cartes des uns et des autres, mais quand on discute de ta propre carte, ben là, tu peux pas intervenir. Fait que la discussion va un peu à gauche à droite en fonction des informations qui sont présentes. Puis il y a différents niveaux de difficulté au niveau des cartes. Ça, c'est une partie aussi importante du jeu, c'est que en fonction des niveaux de difficulté des cartes de chacun, ça nous donne aussi un indice sur qu'est-ce que ça peut être. Tu sais, t'as des cartes faciles qui impliquent juste des couleurs, des cartes moyennes qui impliquent des couleurs ou des formes, puis les cartes difficiles, c'est des couleurs et ou des formes. Ça peut être n'importe quelle combinaison possible. C'est ça. Puis en fonction de ça, ben il faut jouer stratégiquement puis essayer de deviner, tu sais, s'assurer que on ait du temps pour accumuler des indices pour deviner les difficiles, parce qu'on peut juste avoir une carte facile à deviner à tout moment. Et de toute façon, les cartes plus difficiles vont nous faire plus avancer sur la piste. Dans le fond, le jeu, quand ça fonctionne, c'est pour gagner, il faut remplir le jardin au complet. Puis à chaque tour, ben la reine, elle avance sur la même piste que nous. Puis nous, dans le fond, si on réussit à deviner la carte de quelqu'un, ben on peut avancer d'un certain nombre de cases qui est déterminé par cette carte-là. Puis plus elle est difficile, ben plus elle nous fait avancer. Mais si on se trompe, la reine avance plus vite. Fait que des fois, t'as pas le choix de prendre des chances, parce que de toute façon, il faut que tu devines au moins une fois à chaque tour. Fait que souvent, tu vas dans une situation que, ben là, j'ai 3 ou 4 ou 2 possibilités pour la carte de Vincent, ben, je pense on n'aura pas le choix de la deviner, puis on va essayer ça, tu sais, puis il y a un petit aspect de pousse ta chance puis de gestion du risque, parce qu'un coup que tu as deviné une carte, on peut décider d'en deviner une deuxième, fait que là, des fois, ça peut être avantageux de prendre une chance, puis de vraiment distancer la reine si on réussit, en sachant en fait, que si on se trompe, ben on perdra peut-être pas, mais tu sais, c'est ça, tu sais. Ouais, et en fait, à un moment donné dans la partie, t'as quasiment pas le choix. Tu peux pas survivre en devinant seulement une carte partout, parce que plus on progresse sur la piste, plus la reine va aussi accélérer. Fait que, tu sais, au début, elle avance de 1, mais après ça, elle avance de 2, 3, 4, puis 5. Fait qu'au début, si tu devines juste des faciles qui te font avancer de 1 ou 2, ça suffira pas, tu vas te faire rattraper. Fait qu'à un certain moment, il faut vraiment que tu te dises, bon, et là, faut en deviner plusieurs, parce que sinon, on va perdre. Fait qu'il y a ce petit aspect-là où est-ce que des fois, tu sais, faut que tu pushes ta chance pis t'as comme pas le choix des fois. Fait que c'est ça, c'est un jeu assez accessible, c'est assez facile à expliquer, c'est facile à prendre en main, puis je pense que c'est adapté à peu près n'importe quel groupe de jeu, il y a pas beaucoup de confrontation, fait que je pense que c'est un jeu coop, là. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que comme ben des jeux de logique avec de l'information cachée, ben si quelqu'un fait une erreur, ben ça scrape un peu ta partie. Ouais. Aussi, on a joué avec différents nombres de joueurs, qui a l'air d'avoir plus de facilité dans le fond à gagner si on joue à plusieurs, parce qu'on a comme plus de cartes qui peuvent être devinées en même temps, on a plus d'indices. Fait qu'en fonction de à quel point vous aimez votre jeu crunchy ou plus difficile, ben en jouant à moins nombreux, c'est plus difficile que quand on joue à 5. Il y a des modules dans la boîte aussi pour ajuster la difficulté, là. Soit en ayant plus dur, mais je pense qu'il y a des façons de le rendre plus facile aussi. Donc, c'était Paint the Roses. Récemment, on a joué aussi
au jeu Fort, designé par Grant Rodick et publié par Leather Games, qui nous ont gentiment donné une copie presse pour qu'on puisse l'essayer puis vous en parler. Donc Fort, c'est un jeu de deck building avec un thème assez cute, dans lequel on est dans le fond une gang d'enfants qui bâtissent un fort. Bref, c'est comme la guerre des tucs, mais en deck building. Ouais, c'est à peu près le feeling que ça donne, parce qu'on va avoir les cartes, dans le fond, c'est nos amis. On va avoir des meilleurs amis qui sont des cartes qu'on va garder tout le temps, mais sinon, on a d'autres amis qui, eux, peuvent devenir les amis des autres si on joue pas avec. Ouais. Puis, tu construis ton fort, puis t'accumules, genre, des jouets puis de la pizza dedans, puis comme plus qu'il y a de jouets puis de pizza, ben plus qu'il est intéressant, puis plus qu'il vaut de points ton fort. Puis le artwork, dans le fond, est vraiment... je trouve qu'il vend super bien le thème puis le jeu. Là. C'est l'artiste, c'est Kyle Ferrin. Là. C'est le même qui a fait Root, du même éditeur d'ailleurs. Puis on reconnaît son style, mais c'est encore tout aussi cute. Mais je dirais que le jeu a pas autant il est pas autant méchant qu'un Root. Là. C'est pas un gros jeu de contrôle de territoire puis de baston asymétrique. Là. On est vraiment comme dans le deck building, avec quelques twists quand même. Là. Dans le fond, on a un petit aspect aussi de construction d'engins, parce qu'on a des cartes qu'on peut glisser dans notre fort puis mettre... c'est quand qu'ils appellent ça? C'est dans le lookout, la vigie. Ouais, c'est ça, la vigie. Fait que t'as des enfants qui vont jouer là. Fait que là, ça te donne des icônes permanents quand tu suis l'action des autres. Parce que dans le fond, quand c'est ton tour, tu vas jouer une carte. Il y a comme 2 actions dessus. Une que les autres joueurs peuvent suivre si ils défaussent une carte qui a le même icône que la carte que t'as jouée, là. Puis les icônes, c'est genre des... un skateboard, de la colle, une couronne en papier. Tu sais, c'est tout comme des jouets d'enfants. Des fusils à eau. Ouais, maudit fusil à eau. Fait que c'est ça. Puis souvent, l'effet sur la carte, ça va être genre, pour chaque pot de colle que t'as en jeu ou que tu défausses, ramasse tant de pizza, tu sais. Puis c'est quand même bon de suivre les autres, parce que quand ça revient à ton tour, toutes les cartes que t'as pas jouées, que t'as pas défaussées, ils vont comme... C'est ça que Vince expliquait tantôt, c'est comme c'est des amis que t'as pas joué avec depuis un petit bout, fait que là ils deviennent disponibles à être pris par les autres joueurs parce qu'à la fin de ton tour, dans le fond, tu vas gagner une nouvelle carte que tu vas ajouter à ton deck, puis là tu peux la prendre soit d'un marché qui est disponible ou des amis que les autres joueurs commencent à délaisser. Fait que c'est ça, fait que faut que tu t'assures de jouer tes cartes le plus possible, en tout cas les cartes que tu veux garder. Faut que tu les joues parce qu'ils ils peuvent se faire voler par les autres joueurs. Ça, c'est quelque chose un peu qu'il faut que tu fasses attention, parce que ça se peut qu'on te vole toutes tes cartes d'un symbole. Genre, par exemple, le fusil à l'eau. Puis là, quelqu'un joue une action qui demande un fusil à l'eau. Puis là, tu peux pas suivre parce que t'en as plus. Il faut un peu que tu gardes l'œil à ça, parce que il y a 6-7 symboles. Puis il y en a un qui est frimé, qui sert à copier les autres symboles, mais il faut que tu restes à l'affût de ça. Oui, il faut que tu restes à l'affût, mais en même temps, t'as pas ben de façon de... Tu sais, s'il y en a pas de disponible dans le marché, puis que personne en défausse, personne en met disponible, tu iras jamais t'en chercher, là. Tu sais, il y a comme... Tu le subis, puis tu peux pas faire grand-chose pour changer ça, là. Ouais. Moi, c'est un peu ce que j'ai trouvé qui m'est arrivé dans la partie qu'on a joué, là. C'est que, tu sais, c'est peut-être parce qu'on a joué avec la version de base, là, où on commençait chacun avec un deck complètement aléatoire. J'ai rechecké les règles, puis je voyais qu'il y avait un mode comme plus avancé, où c'est un draft à la place au début. Fait que là, au moins, tu peux comme monter un peu ton deck, puis prendre des cartes qui fit bien ensemble, là. Parce que moi, j'ai l'impression que je subissais ma main plus que je la jouais pendant la partie. Fait que je pense que j'aurais aimé ça jouer direct avec ce mode avancé. J'ai des guillemets radiophoniques, là. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Moi, vu que personne n'avait joué, je m'étais dit, on va jouer au jeu mode de base, fait que je l'avais sorti comme ça.
Mais c'est vrai que, tu sais, après coup, c'est plus stratégique de faire le draft en début de partie parce que tu peux déjà te faire une stratégie. Ouais, puis tu sais, le jeu est vraiment pas compliqué, là. Fait que je pense que de sauter direct dans ce mode-là, c'est pas, je pense pas que ça va être un problème, là. Ouais. Puis c'est ça. Puis une des actions importantes qui est à faire aussi dans le jeu, c'est de construire son fort. Fait que ça, c'est qu'on paye la pizza puis des jouets pour améliorer notre fort. Ça nous permet aussi d'aller chercher 2 types de cartes supplémentaires. Qu'il y en a une qui te permet en fait de gagner des points supplémentaires en fin de partie. C'est une règle qui s'applique juste à toi. Puis plus tard, tu vas pogner une autre amélioration qui est comme un petit bonus permanent qui peut t'aider dans la partie. En autre affaire, j'ai trouvé bizarre, ça. C'est comme, plus tu montes vite, plus tu sais, ces cartes-là, là, ces power-up, ces points-là, dans le fond, le premier qui monte, c'est lui qui a le premier choix pour aller les chercher là-dedans. Fait que c'est soit tu prends la meilleure, fait que tu vas continuer à être le premier. Il me semble que ça snowball, là. Il y a comme pas il y a pas de catch-up mécanique, là. Ouais, mais ils sont pas mal équivalentes, là. Je dirais que, tu sais, celle qui peut faire une grosse différence, c'est celle qui te fait des points en fin de partie. Celles-là, ils peuvent avoir dans le fond, ils t'enlignent vers la fin de la partie, mais ça, en même temps, si tu la gagnes au début, tu sais, tu montes ton fort de un niveau, puis t'en pognes. Puis le perk, que tu pognes après, tu sais, moi, en fait, je les ai pas trouvés hyper brisés, là. J'ai trouvé comme correct, sans plus. Fait que ça, toi, tu dis ça parce que t'étais le premier à choisir. Moi, j'étais le dernier, puis j'avais comme le choix entre 2 cartes, là. Ouais. Aucune qui fitait vraiment avec mon deck, tu sais. Fait que je pense que je l'ai même pas utilisé, mon perk. Ouais. Je suis pas sûr que je l'ai utilisé beaucoup non plus. C'est très circonstanciel. Puis c'est ça. Sinon, la partie se finit quand quelqu'un réussit soit à compléter son fort au niveau 5, soit en atteignant 25 points sur la piste de points. Puis là, après ça, ben on cumule les points des forts, on cumule les points des règles spéciales, puis celui qui a le plus de points va gagner. Ça fait pas mal de tours, ça. C'est un petit jeu simple, ça s'apprend assez vite, ça joue assez vite. Comme tu dis, je trouve vraiment qu'ils ont mis le doigt sur le artwork pour vendre le jeu, parce que le artwork ajoute un petit plus vraiment, je trouve, à l'expérience de jeu. Tu sais, ça serait pas pareil s'il y avait pas le petit design un peu enfantin, puis tu sais, je trouve que justement, comme son art pis son thème, c'est ça qui est le mieux. Peut-être c'est pas bon signe. Mais c'est ça, je serais curieux de l'essayer avec le mode avancé, voir si je suis pas convaincu que ça serait mieux, mais est-ce que ça serait bon? Ça reste à voir. Bon. Fait que, en réponse à ça, je vais te parler d'un jeu dans lequel moi j'ai pas été bon. Ça s'appelle Rove, Results Oriented Versatile Explorer, sorti en 2021, designé par Dustin Dobson et Milan Zivkovic. Et c'est publié par Buttonshire, qui nous a gracieusement donné la copie d'évaluation avec laquelle on a joué. Donc, Rose, c'est un jeu de Buttonshire, fait que c'est un jeu dans lequel tout ce qu'on a, c'est 18 cartes. Puis dans ce cas-ci, c'est un jeu solo. C'est un petit jeu de puzzle dans lequel on va avoir 6 cartes devant nous qu'il va falloir agencer en suivant des patterns. L'affaire, c'est que chacune de ces cartes-là peut être déplacée de façon particulière, dans le sens où il y a des cartes qui peuvent juste aller en diagonale, il y a des cartes qui peuvent juste aller de façon orthogonale, il y a des cartes qui vont se déplacer de plusieurs positions, il y en a qui vont se déplacer de une position, puis il y en a qui vont être obligés de sauter par-dessus une autre carte quand ils vont faire un mouvement. Des fois, c'est chiant, ça. Puis, ça a l'air abstrait dit comme ça, là, mais si vous... Imaginez-vous, tu sais, là, les espèces de puzzles avec des carrés que tu faisais glisser, là, pour essayer de reconstituer une image, là. Moi, il y avait ça dans la salle d'attente chez le dentiste quand j'étais petit, là. Ouais, ou tu sais, les jeux d'auto, là, tu sais, t'avais comme des autos quadrillés, puis là, fallait que tu glisses les autos pour les faire passer, puis il fallait que tu sortes, admettons, le char rouge du puzzle, il fallait que tu bouges tous les trucs pour libérer le chemin. Ben, c'était un peu moins ça. Proche, ouais, un peu moins proche que ton idée, là, mais ça faisait penser un petit peu. C'est ça, ça ressemble à ça, mais comme en version jeu de cartes. Puis c'est ça, fait que là, t'as ces cartes-là au centre qui sont les cartes qu'il faut que tu agences, que tu déplaces, et t'as une main de cartes
qui te permet de dire que de combien de mouvements tu vas pouvoir déplacer tes cartes. Fait que quand tu vas défausser une des cartes de ta main, il va avoir une valeur dessus, une valeur qui va être la valeur comme de base, qui va te dire, OK, ben tu peux bouger, tu peux faire X nombre de mouvements. En fait, c'est que ça fait que tu peux bouger X nombre de cartes. Mais, sur chacune de ces cartes-là, tu as aussi un pattern qui implique une des cartes à déplacer spécifiquement. Puis si tu es capable de reproduire ce petit pattern-là, ben tu gagnes des mouvements supplémentaires. Fait que là, des fois, il faut que tu t'arranges pour jouer une première carte, pour créer le pattern d'une deuxième carte, pour gagner plein de points de mouvement, pour faire le vrai pattern que tu as à faire, puis réaliser ta mission. La mission, dans le fond, c'est un pattern complexe qui implique les 6 cartes à déplacer. Puis il y a tout le temps, dans le fond, comme un module particulier qu'il faut qu'il soit une position bien précise dans le pattern, puis après ça, les 5 autres, ça peut être n'importe quelle carte. Exact. Puis pour gagner le jeu, il faut réussir à réussir à faire 7 de ces patterns-là. Puis à chaque fois que tu vas, à chaque round, dans le fond, tu vas juste repiocher une carte. Fait que à chaque fois que tu vas réussir une mission, tu vas piocher une carte. Fait que tu sais, ta main, faut que tu sois capable de la gérer, faut pas que tu utilises trop de cartes pour réussir un pattern, parce que tu te rendras pas elle s'en va en diminuant ta main, parce que, comme tu dis, quand tu joues ton tour, t'en défausses une, tu vas repiger une, juste si tu réussis une mission. Fait que tous les tours que tu réussis pas une mission, ben c'est comme tu te rapproches lentement mais sûrement de ta mort. Exactement. Puis une autre twist qui est cool, qui complexifie un peu tout ça, c'est que chaque module, en plus d'avoir des restrictions de mouvement, va avoir une habilité unique. Fait qu'une fois dans ta partie, tu peux retourner ces cartes-là pour pouvoir faire un mouvement qui est comme spécial. Tu sais, là, t'en as une qui te permet de piocher une carte de plus. T'en as une qui te permet de faire le pouvoir d'une carte qui est adjacente. T'en as une qui te permet de swapper carrément 2 cartes. Fait que tu sais, t'as ces pouvoirs-là aussi qu'il faut que tu prennes en compte quand tu veux faire tes patterns, puis en fait, c'est essentiel de bien maîtriser ça pour pouvoir réussir à faire tes 7 missions. Tu sais, on parlait tantôt de Ford qui avait un petit look vraiment cute, enfantin, puis le fun, là, mais ce jeu-là aussi, là, je trouve qu'il y a beaucoup de charme puis de whimsical, là, tu sais, ton petit rover là, qui se promène, là, puis tu le vois sur chaque mission, là, mais chaque mission c'est juste un mot, là, mais tu sais, ça peut être comme drill ou jump ou learn ou puis tu vois ton petit rover là qui saute par-dessus des obstacles ou qui se met dans une situation fâcheuse ou qui rencontre des petits aliens sur la planète. Fait que, tu sais, avec pas grand-chose, je trouve qu'ils ont réussi à vraiment bien vendre le thème puis à avoir un look qui est très invitant qui te donne le goût de jouer. Là. Ouais, c'est quand tu réussis tes missions, tu t'es fait face ben tu les flips face cachée, mais face le verso, là. Puis ça fait comme ça, un petit panneau, une petite histoire de ton petit rover. Fait que c'est ça, moi j'ai bien aimé, mais j'étais pas particulièrement bon. J'ai quasiment réussi à le faire une fois sur toutes mes games, mais j'ai passé proche. C'est ça, j'ai passé proche plusieurs fois, mais j'ai pas réussi. Même au niveau de difficulté facile. Moi, j'ai joué 2 fois. La première fois, je l'ai pas eu. La deuxième fois, j'ai réussi. Donc là, la prochaine fois, je pense que je vais essayer. Il y a comme 3 ou 4 niveaux de difficulté, je pense. Hein. En fait, c'est que tu commences juste avec moins de cartes dans les mains au début. Là. Fait qu'il faut que tu optimises encore plus tes déplacements. Là. Exact. C'est ça, puis c'est un jeu, ça prend 15 minutes à jouer. Tu sais, à ma première partie, je l'avais perdu lamentablement. Tu replaces les cartes, ça prend 5 secondes, puis tu repars, là, c'est super rapide. Là, Fait que c'est ça, c'est le genre de jeu que je me dis, tu peux jouer comme dans un avion ou quelque chose, t'as pas besoin d'énormément de place. Ben, tes 6 cartes que tu déplaces, ils peuvent comme... Au début, ils sont toutes compactes, là, mais rapidement, ça peut devenir relativement large. Mais en même temps, pas tant que ça, parce qu'il faut tout le temps qu'il soit adjacente à au moins une autre carte, là, mais... à la limite, ça pourrait être 6 cartes de large. Ouais, mais... Si tu fais une ligne au complet, là. Mais ton pattern peut pas avoir plus que 3 de large. Fait que tu sais... Ouais, mais des fois, tu sais. Ouais.
Mais c'est qu'il peut... Ouais, mais c'est que des fois, mettons, au début, tu pars par en haut, puis après ça, faut que tu retournes par en bas, puis là, tu sais, il va se promener, là. Fait que faut quand même t'aies la place sur ta table. Ouais. En tout cas. Dans l'avion, ça se ferait, là, mais ça serait pas idéal. C'est ça mon point. Okay. Donc, c'était ROVE, Results Oriented Versatile Explorer. On n'a pas mélangé avec Rove, tout court, qui est sorti l'année passée, puis qui est complètement l'autre chose. Ouais, non, c'est pour ça que je dis le... Parce qu'au début, je t'avoue que sur ma page BGG, j'ai tapé ROVE, j'ai fait pas ça pendant tout. ouais, j'ai eu à peu près le même processus. J'imagine nos auditeurs et auditrices qui vont peut-être faire la même chose, c'est pour ça que je précise. Vaut mieux être explicite. Oh, non, ça on garde ça pour en dessous de la table. Oh oui. Réservé à nos Patreons. Si vous êtes intéressés de connaître tous nos secrets. Ok. Je sais pas si avec ça on va attirer des Patreons ou faire fuir ceux qu'on a déjà. Fait que c'est que je le coupe. Ouais. Donc maintenant, nous arrivons au plat de résistance. On parlait d'avion, justement, il y a quelques secondes. Alors, aujourd'hui, la thématique, c'est les avions. Et de mon côté, je vais vous présenter le jeu First in Flight, qui a été designé par Matthew O'Malley et Ben Rosset, et qui a été publié aux éditions Artana. Donc, First in Flight est paru aussi en 2023. C'est un jeu de deck building dans lequel on recrée un peu la course à l'aviation. Tu sais, on est à l'époque des frères Wright. On commence à dire ça pourrait être cool de créer des avions puis tout ça, puis on apprend dans le fond à fabriquer des aéronefs, puis on va apprendre aussi à s'écraser avec dignité. Fait qu'il faut améliorer nos avions. Puis dans le fond, nos avions, c'est un peu notre deck. Puis on commence avec tout le monde avec un deck de base dans lequel il va y avoir des cartes qui nous permettent de flotter, qui augmentent dans le fond la distance à laquelle on va aller, parce que le but c'est de traverser avec notre avion la plus longue distance possible. La personne qui va réussir qui va réussir à battre le record de distance, ça va être le vainqueur de la partie. Donc, chaque joueur va avoir un personnage, un pilote. Un pilote, en fait, qui est un personnage historique lié à l'histoire des machines volantes. Fait qu'on on a les frères Wright, on a tout plein d'autres que je connaissais pas. Ben ouais. Si je suis honnête. Ben, il y a Louis Blériot, lui aussi est connu quand même. C'est ça, il y en a plusieurs, là, c'est sûr, je les connais pas toutes. Puis ils ont essayé d'avoir aussi un groupe un peu diversifié. Tu sais, il y a des femmes, il y a un Indien, il y a plein de monde qui ont participé, dans le fond, à la découverte de l'aviation. Chacun des personnages va avoir un pouvoir qui lui est propre, qu'il va falloir essayer de rentabiliser au cours de la partie. On va avoir notre deck de cartes, qui est composé de cartes de planage, qui vont être des cartes de valeur de 1. Il va y avoir des cartes qui vont donner de l'expérience. Ça fait que quand on va les jouer, ben on va gagner des cartes de plus pour voler plus loin. Puis on va avoir des cartes de bris mécaniques. En fond, parce que nos petits avions au début, ben on les fait un peu comme on pense, fait qu'ils ont des problèmes. Ça, c'est des cartes, dans le fond, qui vont nous faire s'écraser dans notre vol. Fait qu'au début de la partie, on peut accumuler jusqu'à 4 dégâts avant de s'écraser. Puis dans notre deck, au début de la partie, ben on a 4 cartes de défaut. Non seulement ils vont nous faire s'écraser si on les pige quand on essaie de voler, mais en plus, ils vont nous nuire d'une autre façon, avec un petit pouvoir, dans le fond, qui est sur la carte, qui... Ça peut être que si c'est la première que tu piges, elle compte comme 2 problèmes que tu as déjà pigé, ou si elle te cancelle une habilité de plus que tu t'es acheté, là, un skill dans le fond. Puis là, si t'en as pas, ben t'es obligé de jouer ta descente puis de mettre fin à ton vol immédiatement, même si tu sais que tu battras pas le record à ce moment-là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est des cartes un peu chiantes qui viennent polluer ton deck, mais que tu vas pouvoir changer plus tard. Dans le fond, quand on va voler, ben c'est un peu un pouce ta chance, c'est que tu vas piocher les cartes de ton deck, ça va accumuler dans le fond des valeurs de distance de vol. Puis au moment que tu le choisis ou si une carte te le force, il faut que tu joues ta carte descente. Une fois que tu as joué cette carte-là, il va y avoir 2 cartes supplémentaires qui vont être ajoutées,
qui vont peut-être faire que tu vas t'écraser ou pas, mais qui vont aussi participer à la distance que tu vas faire. Fait que là, l'idée, c'est d'avoir un deck qui te permet d'aller le plus loin possible, en ayant dans le fond le moins de défauts possible, puis en utilisant différentes mécaniques qui vont avoir effet sur d'autres cartes. Fait que, à ton tour, chacun a un pion qui nous permet de sélectionner une action, puis on a une rondelle d'action. Sur la rondelle, dans le fond, quand c'est ton tour, tu avances jusqu'au bout de tes ambitions. Tu choisis, dans le fond, où tu vas t'arrêter, tant qu'il n'y a pas déjà quelqu'un à l'endroit où tu vas aller, puis tu vas sélectionner de cette façon-là une action. Quand tu arrives à cet endroit-là, tu exécutes l'action, puis c'est la personne, dans le fond, qui est la plus en arrière, qui est la prochaine à jouer. Fait que les différentes actions, c'est qu'on a le vol, comme j'ai dit, qui est la mécanique principale pour faire des points, qui est le pouce ta chance. On peut aussi, si on a volé au préalable, puis qu'on a découvert des cartes problèmes, on peut les mettre dans notre garage, puis on peut utiliser une action pour réparer ces cartes problèmes-là. Ce que ça fait généralement, c'est qu'en réparant une carte problème, tu vas gagner un petit bonus instantané. Souvent, ça va être des cartes, ça va donner des cartes d'amélioration ou de technologie, ou même des cartes de planage. Puis, ça va remplacer ta carte défaut par une carte défaut qui a pas d'habilité négative. Fait qu'elle fait juste t'aider à t'écraser, mais sans les effets supplémentaires. Fait que tu sais, Fait qu'elle est moins chiante. C'est ça. Puis généralement, le fait de la réparer, ça améliore ton deck aussi. Fait que c'est une action qui est importante de faire. Tu peux aussi aller acheter des cartes supplémentaires qui sont pas intégrées dans ton deck. Fait qu'on a des cartes d'habilité qui sont des cartes que tu peux utiliser une fois par vol, qui ont des effets qui peuvent être OK, tu regardes le top de ton deck, tu réarranges les cartes, ou tu prends les 4 premières cartes sur le dessus de ton deck, tu es obligé d'en jouer 2 de ça, puis les autres, tu les remets en dessous. Il y a différents effets comme ça qui peuvent être utilisés, mais c'est beaucoup des cartes qui permettent de manipuler un peu ton deck. Ouais, c'est ça. Fait que si tu utilises bien, ben tu peux plus pousser ta chance parce que t'as un peu plus de connaissances sur qu'est-ce qui s'en vient. C'est ça. Puis c'est des cartes aussi que, dans le fond, tu peux utiliser une fois à tous les vols. Fait que tu y reviennes souvent. Fait que c'est des cartes qui sont intéressantes à avoir. Tu peux acheter des cartes technologie qui, elles, vont t'ajouter comme un petit bonus permanent. Puis là, ça, il y a des effets assez variés. Moi, entre autres, j'en avais eu une qui était que, si pour chaque 4 cartes de planage, t'augmentes ta distance de 1. Fait que c'est des effets comme ça qui sont permanents, qui peuvent avoir un impact sur ta distance de vol, ou qui peuvent avoir des interactions avec les autres cartes du jeu. Puis l'avantage de ces cartes-là, c'est que l'effet est constant. Il est toujours là. Finalement, il y a un troisième type de carte bonus que tu peux avoir, puis c'est les amis. Fait que c'est d'autres gens qui sont reliés à l'histoire du vol, qui sont des cartes que tu peux utiliser une fois par an. Puis un an, c'est dans le fond, c'est le temps que tout le monde a fait le tour de la rondelle d'action. Fait que souvent, ces cartes-là, ils ont des effets un peu plus spécifiques. Il y en a qui vont te donner des cartes supplémentaires, il y en a qui vont te permettre de copier les cartes des autres. Il y a plusieurs tu peux aller sur un spot qui est déjà occupé si tu veux faire cette action-là. Tu peux remplacer l'action de l'endroit où tu es arrêté par n'importe quoi. Il y a vraiment une panoplie de personnages différents. Tu peux aussi, on n'en a pas parlé encore beaucoup des façons de gonfler notre deck, mais il y a aussi un emplacement qui te permet d'améliorer ton avion. Puis pour ça, dans le fond, tu vas payer un montant d'argent. Ça va te permettre d'aller piocher dans le deck d'amélioration pour aller chercher des cartes, puis tu vas pouvoir garder 2 de ces cartes-là. Dans le fond, en payant plus, tu vas pouvoir aller chercher des cartes qui améliorent ton vol de façon plus importante, parce que ce deck-là, il est composé de cartes qui valent 2, 3, 4, 5, qui vont être de plus en plus rares plus ils sont bonnes. Ça te permet d'ajouter 2 cartes dans ton deck qui sont meilleures que les cartes planage normales. Mais ça va t'ajouter un défaut de fabrication. Ton deck grossit de 3 cartes, mais t'en as 2 qui sont bonnes puis une qui est pas bonne. Ouais, parce que tu sais, quand t'améliores de quoi, tu crées un autre problème. C'est ça, on est encore beaucoup dans le SRR. On a une position aussi d'action qui te permet de copier n'importe quelle action. Fait que tu peux dire que tu veux
Tu peux voler, réparer, améliorer, ou même juste collecter de l'argent. Parce que t'as certains endroits que c'est juste collecter de l'argent. Puis c'est ça. Fait qu'on fait le tour comme ça de la rondelle. La première personne qui réussit à faire le tour, ça va être la première qui va commencer l'année suivante. Puis dans le fond, à la fin de l'année, en fonction de la distance qu'on a parcourue, il y a comme un concours. La personne qui va avoir fait le vol le plus long va faire un montant d'argent plus élevé que les autres à la fin du tour. Puis il y a comme le premier celui qui a réussi à se rendre le plus loin va faire 7 piastres, l'autre 6, 5, 4, puis tout le monde fait 4 après. Une autre chose que j'ai pas nommée, c'est que si on réussit à atteindre une distance de 15, on améliore notre pilote. Notre pilote devient famous. Il devient, c'est ça, célèbre. Fait on retourne la carte de notre pilote, puis ça fait son habilité est meilleure, puis généralement il va nous donner une carte en plus. Ça c'est important pour la suite du jeu parce que ça va influencer dans le fond la stratégie qu'il faut que tu adoptes quand tu vas choisir tes actions. Un truc aussi que je n'ai pas parlé, c'est que tu sais tantôt on parlait de s'écraser puis tout ça, mais s'écraser aussi ça a l'impact que t'as qu'en fait c'est que tu vas devoir avancer plus vite sur la rondelle de sélection d'action parce que tu vas comme perdre du temps à te rétablir. Skip un tour d'habitude. Ouais. Tu skippes un tour puis t'es obligé d'avancer comme d'une ou deux positions sur la rondelle. Ouais, fait qu'il y a des actions qui seront plus disponibles pour toi. Là. Exact. Fait que c'est ça, fait que le jeu continue comme ça en faisant jusqu'à 4 tours de la rondelle d'action, dans le fond, ça peut durer jusqu'à 4 ans. Ou le parti s'arrête lorsque quelqu'un réussit à faire un vol d'une distance de 40. Lorsqu'on arrive à la fin de la partie, tout le monde va avoir un dernier vol pour tenter sa chance à la victoire. Puis la personne qui a le record gagne. Fait que c'est ça, c'est un jeu assez simple. Il peut jouer de 1 à 4 joueurs. Moi, j'ai joué à tous les nombres de joueurs sauf 4, puis Sam a joué à tous les nombres de joueurs sauf 1. Fait qu'on a une bonne vision de comment ça se passe. En jouant tout seul, dans le fond, c'est que t'as deux automas qui sont avec toi, puis qui, en arrêtant sur différentes positions, dans le fond, ça va augmenter leur distance de vol, puis ils vont ajouter des pièces qui vont avoir des actions boostées si tu les empêches pas d'aller à ces endroits-là. Fait qu'il y a quand même une petite interaction intéressante avec les automas, puis il est très très facile à gérer. Ça ressemble pas mal à ça quand on joue à 2 joueurs, dans le fond. À 2 joueurs, c'est qu'on ajoute un automa qui est encore plus simple à gérer que les automas à 1. Parce que lui, il fait juste avancer à la prochaine place, alors qu'à 1, ils ont un petit deck qui leur permet de sélectionner des actions. Puis, dans le fond, il progresse lui aussi sur son record de vol en fonction des actions qu'on lui laisse faire. Fait qu'il faut que tu gères tes affaires, mais faut que tu gardes un peu l'automa en vue, parce qu'il peut gagner. Ouais, c'est ça. Toutes les fois qu'il s'arrête sur un vol ou sur, je me rappelle plus l'autre type de carte, là, mais l'autre type d'action, mais comme à toutes les fois qu'il s'arrête là-dessus, il augmente de 4. Puis à chaque fin de tour, il augmente de 6, ou quelque chose comme ça. Ouais, fait que bref, tu sais, c'est pas long qu'il va finir par le pogner, le 40, là, si tu le laisses aller tout le temps sur les bonnes actions. Mais en même temps, ces actions-là, c'est des actions que toi, t'es quand même prévu. T'es incité à les faire aussi, là. Voler, c'est tout le temps bon, là. Même si tu sais que tu battras peut-être pas ton record, là, c'est comme ça que tu découvres tes problèmes puis que tu peux les régler. C'est comme ça que tu peux devenir fameux, célèbre pour améliorer ton pouvoir. Fait que t'as pas mal souvent intérêt à aller voler, là. De toute façon. C'est ça. C'est là, on a joué contre l'automa en mode avancé, là. Il peut être plus facile aussi si on le met en mode facile. Il progresse un peu moins. Et ça fait qu'il y a un peu moins de défis. Ouais, c'est quand même cool d'avoir l'option, là. C'est ça. Tu peux ajuster ça. C'est ça. Moi, j'ai bien aimé. J'aimais l'aspect deck building, l'aspect push ta chance. C'est un peu d'évaluer où est-ce que t'es rendu dans ton deck pour savoir, ok, je continue pas, je me jouer ma descente tout de suite. Puis là, tu regardes où est-ce qu'ils sont les autres. Tu te dis, je peux-tu le battre? Ça va-tu me donner 2 piastres?
Fait qu'il faut que tu calcules un peu tout ça, mais sans non plus connaître ton deck, parce que tu sais pas c'est quoi les cartes problèmes que t'as. Ça, c'est une surprise qui va te tomber dessus quand que t'es pas rencontrées. Vu au moins une fois, ouais. C'est ça, puis il y a quand même des interactions intéressantes qui vont avoir lieu entre les différentes cartes que tu vas acheter. C'est moi j'avais une carte, c'est ça qui me donnait plus de distance de vol si j'avais plus de cartes planage. Puis je m'étais trouvé un ami qui me donnait des cartes planage à chaque tour, à chaque année en fait. Puis là, je pouvais aller chercher aussi les cartes expérience qui me faisaient gagner plus de cartes planage. Fait que j'avais comme ce petit engin-là dans mes cartes qui me permettait d'aller de plus en plus loin juste avec des petites cartes planage de niveau 1. Puis ça, c'est le fun de trouver ces combos-là, mais ça fait aussi que plus la partie avance, plus tes vols sont longs. Parce que ton deck, il grossit, puis il grossit, puis il grossit, puis c'est pas comme un deck building que tu piges 5 cartes à tous les tours, puis tu as juste 5 cartes. Là, c'est t'en piges tant que tu veux, tant que t'as pas pogné tes 4 problèmes. Fait que plus ton deck, il grossit, puis gonfle, mais plus tes vols deviennent longs. Fait que moi, c'est ce que j'ai moins aimé à 4 joueurs, c'est que la 4e année, là, c'est longtemps là, quand tout le monde fait son vol, puis là, tu sais, oui, c'est quand même excitant de regarder les autres jouer parce que t'espères secrètement qu'ils vont crasher, là, ou pas, là, si t'es pas aussi compétitif que moi, peut-être, là, mais tu regardes pis c'est, j'irais pas jusqu'à dire que c'est spectaculaire, là, mais c'est quand même cool de voir comme les combos qu'eux autres, ils ont réussi à se construire versus ton moteur à toi, ou des fois, ça peut être plate parce que eux autres, ils vont vraiment loin, pis toi, t'as comme pas pogné les cartes que tu voulais, ou je sais pas, t'as mal joué, pis t'as comme ta petite zézette pendant que l'autre à côté, il a son char de course. Ou ben, t'as ton char de course, puis là, finalement, tu pioches 4 cartes problèmes direct, pis là, ouais. Tu rentres dans le mur direct. Ouais. Décolle même pas. Ouais, fait que c'est ça, c'est peut-être le truc que moi aussi qui a peut-être son point négatif, c'est que ça peut devenir long, tu sais, c'est ça, de vider ton deck, parce que contrairement à tous les autres deck builders du monde ou presque, t'as intérêt à ce que ton deck soit gros, le plus possible. Tu sais, tu veux le bourrer de cartes pour diluer les chances que tu pognes tes cartes problèmes. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est un jeu dans lequel c'est ça. Plus de cartes, c'est juste mieux. Ouais. Mais on dit que ça vient long des fois, mais on a aussi eu le défaut contraire, que la partie qu'on a joué à 3, genre t'as pogné un combo un peu cassé avec ton pilote pis ta technologie, là, pis comme t'as été vraiment chanceux sur ton vol, pis t'as comme gagné la partie au premier round de 4, là. Ouais, ça c'était un peu dégueulasse, là. En plus, j'avais juste dit, c'est quand j'avais un bonhomme, en fait, qui faisait que quand je faisais des améliorations, au lieu de pouvoir juste prendre 2 cartes d'amélioration, je pouvais en prendre 3. Fait que j'avais comme tout le temps 3 cartes puis de plus qui sont meilleures que des 1, plus un problème. Puis j'ai pu faire l'action d'améliorer comme 3 fois dans le tour avant de pouvoir faire mon premier vol. Fait que j'avais pioché 9 cartes de plus qui étaient des 2, des 3, des 4, des 5. Puis j'ai été super chanceux sur mon... Puis ouais, je sais plus c'était quoi ma technologie. Ah oui, ma technologie, elle faisait que mon vol ma distance de vol augmentait de 1 par amélioration que je jouais. Puis au premier vol, c'est ça, j'ai pogné comme 40 kecks, là, c'était juste pas possible. Ouais, nous à côté, on avait de la misère à se rendre à 12, là. Ouais. C'était... Mais bon. C'est un peu plate comme game. J'avoue que j'étais resté un peu sur ma faim, puis je me sentais mal après, parce que j'étais comme, ouais, mais le jeu, il est le fun, mais là, vous avez pas... comme, on rejoue dessus. J'étais comme, non. J'ai pas le goût à soir. Moi, j'étais gêné, j'étais comme, hey, là, c'est pas le fun, là, tu sais, à un moment donné, tu veux qu'il y ait du défi, tu veux te changer, puis tu veux que le jeu est dur pour la peine, là. Fait que là, ça, c'était pas le fun pour personne, cette game-là. Non. Mais c'est ça, j'ai l'impression que les pilotes sont pas toutes full bien balancés. Je pense qu'il y en a qui ont des habiletés vraiment meilleures que d'autres. Avec le peu de, j'ai pas joué 20 fois non plus, là, mais comme, de ce que j'ai vu,
une couple de games que j'étais comme, ouais, j'aurais aimé ça avoir ton pilote. Ouais, non, sont pas tous équivalents. Là. Puis dans le jeu, il commande justement. C'est quand c'est ta première fois, utilise juste ces bonhommes-là. Ouais. Mais là, moi, je m'étais dit, On va pas grave. faire comme avec Fort, là. On va tout on est mettre. des gamers expérimentés, on met tout, là. C'est ça. Puis là, ben, ça a mal fini. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, t'as pogné un bon combo, puis on t'a laissé comme prendre la tech qui allait bien que ça, puis faire cette action-là. Parce que nous, on avait choisi d'autres stratégies, puis tu sais, comme on a priorisé autre chose. Peut-être qu'on n'aurait pas dû, tu sais. Fait que c'est peut-être une leçon que faut que tu regardes un peu plus que ce que les autres ils font pour pas leur donner tout cuit dans le bec, là. Ouais. En même temps, je pense qu'il y a peut-être pas beaucoup de situations cassées comme ça, là. Puis on est comme juste tombé dessus. Puis tout s'est trop bien passé. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est que j'avais fait améliorer plein de fois, mais parce que j'avais aussi comme 7 défauts. Puis j'en ai pioché 2, genre. C'était comme ridicule, là. C'était un concours de circonstances pas nice. Mais, outre cette expérience-là, qui a été un peu spéciale, moi j'ai bien aimé les parties que j'ai jouées tout seul. J'ai bien aimé à deux aussi. Parce que justement, ça au début j'étais comme j'étais pas trop sûr, parce que ça se dit comme t'es deux pis t'as un automa, là, j'étais comme. Ouais, moi j'avais des flashbacks de Dune Imperium, là. C'est ça, tu sais, je me suis dit ouais, ça va peut-être pas aller, mais finalement, ça s'est vraiment bien passé, tu sais, on avait ses tours à lui, tu sais, ça prenait 2 secondes, c'est genre s'il arrive sur telle place, il avance sur son record de vol, sinon il fait juste tracher une carte. Ouais, ça, prendre une carte qui est disponible. Mais en fait, elle est pas tout à fait trachée, c'est lui qui ajoute, il la met dans son tableau. Ça y fait rien, il peut pas utiliser les habiletés, mais t'as des cartes qui te permettent de copier les habiletés des autres, fait que tu sais, l'option elle reste là. Et en même temps, tu sais, ça fait que tu sais que cette carte-là, c'est la première qui va trasher s'il pogne ce spot-là. Fait que tu peux le voir venir. C'est ça que j'aimais bien de l'automa, c'est qu'il était hyper prévisible. Puis comme tu pouvais comme quasiment forcer l'autre à genre tu vas un petit peu plus loin pour forcer l'autre à prendre l'action qui va faire avancer l'automa si elle reste libre, même si toi, ça t'arrange peut-être pas de la faire à ce moment-là. Ouais, pis ça ajoutait une dynamique intéressante parce que, à un moment donné, l'automa, il peut gagner pour vrai, là. À difficile, là, il a fini deuxième, là, pis j'étais pas bien beaucoup devant lui. Ouais. Pis moi, j'étais en arrière. Pas bien en arrière, là. Tu sais, c'était quand même serré. Pis, tu sais, mais c'est ça, faut que tu le watches, là. À un moment donné, il avance de 10 à chaque tour, ça veut dire qu'il fait un vol par tour, il va se rendre à 40 au dernier. S'il fait un vol, c'est pas sûr qu'il va le faire. Mais il y a quand même, il y a beaucoup de cases qui peuvent arrêter, qui peuvent le faire monter, tu sais. C'est ça. Puis il peut en faire plusieurs par tour, fait que j'avais bien aimé, malgré mes appréhensions au départ. Ouais, je pense que c'était à 2 que je l'ai préféré aussi. Parce que comme tu dis, là, au moins, il y a un autre joueur qui fait des vols, là, fait que ton tour, il revient plus vite, mettons. Ouais, non, c'est ça. Ça prend pas trop de temps, puis ça se gère bien. Fait que c'était First in Flight, dans lequel on a appris à décoller. Maintenant, on va encore une fois essayer d'éviter de crasher, mais cette fois-ci en atterrissant correctement. Ah oui, parce que tout ce qui monte doit redescendre. Je vais vous parler de Skyteam. En fait, si tu montes assez haut, t'as plus besoin de redescendre. Ouais, mais tu survivras pas longtemps. Si tu redescends pas ici ou ailleurs. Ouais. Donc, Skyteam, un jeu lui aussi publié en 2023 et qui a été drafté la semaine passée quand on a fait notre draft / top 12 de 2023. Donc lui était dedans et First in Flight l'était pas. Je dis ça, je dis rien. Puis en plus, c'est moi qui l'ai drafté. Donc le jeu a été designé par Luc Raymond et publié par le Scorpion Masqué. Et il a fait fureur, là. C'est sûr que vous en avez déjà entendu parler, je pense. Nous-mêmes, on en a déjà parlé au podcast la première fois que je l'avais essayé. Mais là, ça valait la peine d'en reparler puis de le mettre dans un duel parce que c'est tellement un bon jeu. Donc, le thème d'avion, il est là. On est le pilote et le copilote.
ou la pilote et la copilote, puis on doit atterrir. Mais ça va pas se faire simplement tout ça. Là, un atterrissage, ça se prépare bien, il faut que l'avion y arrive à la bonne vitesse, faut éviter le trafic aérien, il faut s'assurer qu'on a le bon angle d'approche, faut sortir les roues, éteindre les moteurs, mais pas d'un coup. En tout cas, faut suivre toutes les procédures. Il faut être assez caféiné aussi, c'est important. Donc le jeu, comment ça fonctionne, c'est que ça va être du placement de dés, puis ça va être coopératif. Fait que les deux joueurs vont chacun, à chaque tour, rouler leurs 4 dés, puis ils vont être cachés derrière leur paravent. Donc je vois mes dés, mais je vois pas les dés de mon partner. Et à tour de rôle, on va aller placer un dé sur le board pour effectuer l'action. Puis là, les différentes actions vont requérir différents dés. Puis dans le fond, la vitesse à laquelle on arrive, ça va être déterminé par la somme totale des 2 dés qu'on va placer. Puis à chaque ronde, il va falloir que les deux joueurs mettent un dé sur la vitesse. Et il va falloir mettre un dé sur l'équilibre de l'avion aussi. Puis là, dans le fond, si on met la même valeur de dé, on reste à plat. Puis si on a des dés de valeurs différentes, l'avion va se mettre à pencher de la différence entre les 2 dés, dans le fond, vers la personne qui a mis le plus haut dé. Puis si ça penche trop vers une personne, on se met à partir en vrille, puis on s'écrase, puis on a perdu. Là, contrairement à dans First in Flight, ici, si on s'écrase, on meurt. La game est finie. Ouais, les enjeux sont plus grands. Mais au moins, on est 2 pour s'aider puis s'entraider plutôt que se mettre des bâtons dans les ailes. Oh. C'est toute la réaction que j'ai face à ce jeu de mots. C'est assez. Fait que c'est ça, c'est le jeu de base, si je peux dire, est quand même assez simple. Mais dans la boîte, il va venir un paquet de modules, donc c'est différents aéroports qu'on peut essayer d'atterrir dessus. Puis là, plus ça va, plus ça devient difficile. Ils sont comme classés en différentes catégories. Là. Il y en a des faciles, des moyens, des difficiles, puis des pratiquement impossibles. Essaye pas ça, tu vas crasher, c'est sûr. Puis comme chacun va dans le fond avoir des règles particulières ou rajouter des modules qui vont arriver en différentes combinaisons là, puis vont avoir plus ou moins de trafic là, donc d'avions à tasser du chemin avant de pouvoir atterrir. Puis ce qui fait la beauté du jeu en fait, c'est que bien évidemment on n'a pas le droit de parler de la valeur de nos dés avec notre partner, là, sinon ça serait beaucoup trop facile. Donc il faut essayer de trouver des façons de communiquer, mais sans vraiment communiquer, là. Un peu comme quand tu joues à un jeu de levée, là, tu sais, comme si tu ouvres avec du cœur, ça veut dire quelque chose, puis il faut que ton partner soit capable de décoder ton signal, c'est un peu le même principe dans celui-là. Si je mets un 2 sur la vitesse, là, parfois ça peut juste vouloir dire que je mets un 2 sur la vitesse, mais d'autres fois, j'essaye peut-être de signaler que j'ai pas de dé plus haut parce que c'est évident qu'il faudrait qu'on aille plus vite que ça dans un monde idéal, mais comme peut-être que j'essaie de signaler à mon partner que j'ai juste des 2 puis des 1 dans le fond, puis qu'il va falloir essayer de changer la stratégie qu'on avait discutée. Parce que avant de lancer les dés, on a le droit de discuter de stratégie, mais un coup que les dés sont lancés, on fait juste les placer à tour de rôle sans rien dire. Fait que c'est ça. Fait que des fois, tu sais, quand tu dis que ton pilote ou ton copilote a fait un move un peu stupide, des fois c'est pas nécessairement parce qu'il est stupide. Des fois c'est juste parce que il est mal pris. Fait que c'est un peu ça qu'il faut réussir à déduire. Puis là, dans le cas de Sam, c'est vraiment difficile parce que souvent il est stupide. Fait que c'est un jeu qui est difficile à jouer avec ça. Je dis ça, mais ça a bien été quand même nos affaires. Ouais, parce qu'on a joué quand même beaucoup parce que le jeu est disponible sur BGA aussi, donc ça marche super bien en tour par tour. Puis tu sais, moi j'ai souvent une partie de ça qui roule ou qui flotte. Oh, allez, puis, les jeux de mots de l'aviation là, hein? Je me laisse aller. Continue, on plane avec toi. Mais j'allais dire que c'est tout le temps cette partie-là que j'ai le plus hâte que ce soit à mon tour.
C'est comme, j'ai tout le temps genre une dizaine de parties en cours sur BGA à peu près en même temps, puis comme, mais quand SkyTeam est là, c'est comme, c'est lui que je suis genre, ah ouais, prends ton tour, que je veux voir qu'est-ce qui va arriver, puis là, oh, y a-tu compris que, tu sais, j'avais mis ça, fait que j'avais vraiment besoin qu'il m'a faire un café. J'espère qu'il va en faire un, parce que il y a une mécanique quand même le fun de café que c'est, tu peux utiliser n'importe quel dé pour aller faire du café, puis après ça, c'est comme une ressource que tu accumules, puis que tu peux te dépenser pour changer la valeur des dés. Si t'as pas de 6 puis que t'en as vraiment besoin d'un, ben tu peux avoir jusqu'à 3 cafés, là, fait que avec ou un 4 ou un 5, ben tu peux t'en sortir si ton partner a compris puis qui est allé faire le 10 café. Puis c'est ça, les modules, dans le fond, ils vont comme il y en a que ça rajoute du vent, fait que là ça va changer ça va ajuster la vitesse à laquelle ton avion avance, puis là, dépendamment de l'inclinaison que tu lui donnes, ben le vent va comme peut tourner puis il va devenir de plus en plus fort ou de moins en moins fort dépendamment de quel bord tu vas, fait qu'il faut que tu joues avec ça. Des fois t'as ta piste qui est glacée, fait que ça va être plus dur de freiner. Ça va requérir que 2 dés soient placés dans le même tour, au même endroit avec la même valeur. Ça te rajoute des conditions, ça augmente vraiment la difficulté, puis je trouve que ça change un peu l'expérience de jeu, mais en gardant les mêmes règles de base, là, tu fais juste rajouter une petite twist de plus, puis comme de pouvoir mix and match ces modules-là, je trouve que c'est vraiment cool. Puis là, les éditeurs continuent de sortir des scénarios de temps en temps, fait qu'ils disent ben voici un nouveau scénario, t'as même pas besoin de nouveau matériel, prends tel module puis joue-le comme ça, ou il y a aussi des fichiers de print and play là que tu peux t'imprimer pour te rajouter d'autres pistes supplémentaires puis d'autres petits modules comme ça là. Fait que il y a vraiment beaucoup de diversité là-dedans. Là. Moi, ça m'a beaucoup rappelé le Under Falling Sky, là, qui est un jeu exclusivement solo, puis c'est aussi comme du placement puis de la mitigation de dés. Il y avait une campagne même pour introduire ces différents modules-là, là, mais tu peux aussi les jouer juste comme ça, en choisissant un peu qu'est-ce que tu veux. Là. Eux, ils ont décidé pour SkyTeam d'y aller juste avec voici une liste de scénarios, choisissez-en un, puis amusez-vous avec ça. Là. Par contre, je pense que le plus gros défaut du jeu, c'est qu'il y a un de ces modules-là qui est pas thématique du tout, parce qu'on a un module qui est des stagiaires qui ne peuvent pas être utilisés pour faire du café. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment une des grosses faiblesses du jeu. Parce qu'on s'entend que généralement, quand on emploie des stagiaires, c'est pour le café. En tout cas, c'est leur première responsabilité, parce qu'un stagiaire, ça sait pas faire grand chose à la base. Fait que moi, pour ça, je pense que juste pour ce bris de l'immersion, ça fait que First in Flight est plus adapté. Est plus proche de la réalité du vol. Mais ouais, non, c'est ça, j'ai pas le choix de le dire, je peux pas le mentir, j'aime beaucoup SkyTeam aussi. C'est vraiment deux expériences aussi qui sont assez différentes. T'sais, oui, on a le thème du vol pis tout ça, mais tu sais, t'as l'aspect totalement coop de SkyTeam qui est comme plus un puzzle, tu sais, où vraiment faut que tu saches te coordonner sans communiquer avec ton partenaire. Tu sais, c'est ça la clé du jeu, c'est savoir communiquer sans communiquer. Ça peut être difficile en fonction, tu sais, de ton partner, tu sais. Quand ça clique bien, quand tu trouves quelqu'un qui est capable de bien comprendre, ça peut bien aller, puis tu peux passer au travers des scénarios relativement facilement. Mais tu sais, ça peut ne pas marcher aussi, puis là, ben, ça dépend un peu avec qui tu joues. Ben, je te dirais, même avec quelqu'un avec qui ça clique, les scénarios plus tough sont vraiment tough. Là. Des fois, faut que t'aies un petit peu de chance puis que les dés aillent pour toi, mais tu sais, t'as moyen de t'aider quand même. Puis j'ai oublié de le dire, mais quand il augmente la difficulté comme ça, il te rajoute aussi des espèces de petits pouvoirs bonus que tu peux choisir en début de partie. Fait que t'en as comme 5-6 possibles, je pense. Puis là, dépendamment du scénario, tu vas en ajouter 0, 1 ou 2. Et ça, ben, dépendamment de comment tu joues ou quel scénario qui est... c'est quoi les modules de difficulté qui ont été ajoutés, ben ce choix de pouvoir-là va être quand même important. Il y en a qui te permettent d'échanger des dés, d'échanger un dé avec ton partner. Donc, mettons, je monte un 3, toi tu montes un 4, ben là,
C'est moi qui se ramasse avec un 4 puis toi avec un 3. Fait que ça peut être une belle façon de communiquer sans tricher, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Mais côté pouvoir, par contre, je trouvais que il y en avait qui étaient à peu près des musts, puis il y en avait qu'on fuyait comme la peste. Tu sais, on prenait souvent les mêmes, tu sais, parce que justement, il y en avait qui étaient comme beaucoup plus avantageux parce qu'ils nous permettaient d'avoir des informations supplémentaires que l'autre. Alors que les autres, tu sais, des fois, c'était juste, bon, ben, tu vas rouler un autre dé qui peut t'aider ou pas, ou t'avais des trucs qui demandaient comme une coordination particulière, puis là, dans le fond, c'était tellement circonstanciel qu'il fallait que les deux, on ait roulé le même dé, puis qu'on décide de les utiliser à la même place, puis qu'il fallait pas les mettre ailleurs. Ouais. Mais en même temps, qu'ils soient pas balancés, ces pouvoirs-là, dans un co-op, ça me dérange moins, parce que tu peux utiliser ça pour moduler ta difficulté encore plus, là. Si tu veux donner une job plus facile, ben tu vas chercher le meilleur que tu sais qui marche bien. Versus si tu veux peut-être te donner un défi, ben mais que t'as pas le goût d'un scénario avec plein de modules, plus de règles, là, même si au final où il y a plus de règles mais ça reste assez simple, ben tu peux quand même augmenter ta difficulté juste en prenant pas de pouvoir bonus ou en prenant un que tu trouves moins bon, tu sais. Non, c'est vrai que tu peux moduler l'expérience en fonction de ses pouvoirs, là. Je peux pas le nier. Puis tu sais, si on tombe dans une comparaison, quand on a parlé des pilotes dans First in Flight qui étaient peut-être pas balancés non plus, mais là, vu que c'est un jeu compétitif, c'est comme un peu moins le fun quand tu te ramasses avec un qui est moins bon, tu sais. Ouais, mais tu sais, je sais pas à quel point ils sont pas bien balancés, mais à quel point il faut que t'adoptes une stratégie en particulier quand t'as tel bonhomme, tu sais, parce que c'est ce bonhomme-là un peu qui va te donner un petit edge, fait qu'il faut que tu réussisses à utiliser ce petit edge-là. Tu sais, si c'est un bonhomme qui te dit tu fais de quoi avec les cartes planage, ben arrange-toi pour avoir des cartes planage. Ouais, mais justement, si mettons on est une partie à 3 puis que on est deux qui se ramassent avec un bonhomme comme ça, pis que toi t'as pas ça, ben tu sais les deux on va se compétitionner puis toi tu vas avoir le champ libre pour avoir tes techs qui fait bien avec ton bonhomme, tu sais. Ouais, mais tu sais, il y a assez d'emplacement sur la rondelle, à mon avis, pour que tu puisses trouver ton compte. Tu sais, chaque action apparaît au moins une fois. Il y en a quelques-unes qui apparaissent deux. Puis t'as deux frames qui te permettent de faire n'importe quoi. Ouais, mais qui te coûte plus cher. Ouais. À part la dernière. La dernière, elle coûte. Ben, c'est la dernière affaire que tu peux faire dans le fond si elle a pas déjà été prise. Là, mais t'as une position que c'est juste, t'as pas de coup supplémentaire, tu fais n'importe quoi. Mm-hmm. Mais tu sais, faut que tu utilises le pouvoir de ton bonhomme. Si tu le fais pas, puis quelqu'un le fait, il va avoir un avantage. Ah, c'est sûr. Ça, je pense que c'est dans tous les jeux avec des pouvoirs asymétriques comme ça. Ouais. Sinon, en termes de temps de jeu, ben j'allais dire, tu sais, SkyTeam, ça se joue rapidement, tu sais, c'est pas. Ouais, 15-20 minutes, ça peut être vite, mais souvent, tu sais, tu vas peut-être soit réessayer le même scénario parce que tu t'es crashé une fois ou deux, ou tu sais, tu vas les enchaîner, puis tu vas faire. Tu sais, je pense que j'ai pas souvent fait juste une partie, puis on l'a rangé après, là. Ouais, non, c'est ça se met en place super vite, puis tu recommences vite, fait que ça se place bien. Puis c'est ça. Mais ils jouent juste à deux. Ben, il y a un mode solo non officiel que j'ai vu passer sur Facebook où dans le fond, tu joues les 4 dés du pilote, puis après ça, tu switches au copilote. Puis t'alternes comme ça. Fait qu'apparemment que c'est bien. Moi, je l'ai pas essayé. Je trouvais que c'était une idée intéressante, puis que c'est comme, ça, il y a pas de règles de plus, puis ça te donne à peu près le même style de puzzle, là. Ouais. Ça va peut-être être un peu plus facile, parce que tu sais avec quoi te coordonner, mais en même temps, vu que t'as pas l'info des dés que tu vas avoir avec le copilote, admettons, tu peux te dire, avoir su, j'aurais... Ouais, c'est ça, mais t'as quand même l'aspect que genre, faut que je réagisse à ce que l'autre vient. Ouais. Même si l'autre c'était toi dans le passé, qui savait pas qu'est-ce que t'allais avoir besoin dans le futur. Ouais. Il est tout le temps plus niaiseux que soit du passé. Alors que c'est ça, ben First in Flight, tu sais, je trouve qu'il est quand même assez flexible, tu sais, pour 1, 2, 3 joueurs. Moi, j'ai mis mon expérience.
4 joueurs, je peux comprendre le point de Sam qu'à un moment donné, ça peut devenir long à passer au travers des decks des 4 personnes plusieurs fois, parce que tu sais, même au dernier tour, tu peux faire, il y a plusieurs personnes qui peuvent voler plusieurs fois, puis à la fin, tout le monde va voler une autre fois, fait que peut-être qu'à 4, ça peut devenir un peu plus long. Ouais, moi je suggérais que le dernier vol à la fin, tout le monde le fait de façon simultanée, là, parce que comme ça tu sauves du temps quand même, là, puis tu es rendu là, t'as tout le temps que la partie finisse. Là. Ouais. Là, quelqu'un pourrait argumenter puis dire, ah, mais c'est parce que celui qui est le dernier, il peut, c'est le dernier qui, si on faisait pas le vol en même temps, la dernière personne qui fait le vol a comme un avantage parce que, tu sais, elle peut décider de pousser sa log un peu plus loin. Ben, en fait, elle peut jouer safe aussi, c'est déjà en avance. Ouais. Ouais, c'est ça fait qu'elle ça a un petit enlève cet avantage. avantage-là. Ouais, mais je pense, tout le monde y va en même temps, personne n'a d'avantage. Ouais. Ça peut être ça. Mais là, c'est ça. C'est pas tout le monde qui, ce jeu-là peut avoir un problème quand, s'il y a des gens qui ont de la misère à prendre des décisions aussi. Parce que vu que c'est un pouce ta chance, tu pioches tes cartes, tu les joues. T'sais, si quelqu'un hésite beaucoup à chaque fois qu'il y a un vol, Ouais, c'est comme ça bon, peut. je suis rendu à 12. Est-ce que je peux en tirer une autre pour tomber à 13? Ben là, j'ai 2 prendre. Non, tiens. Tandis que quand on a joué nous deux, c'était comme clac, 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 clac. Ok, j'arrête là. Clac, clac, clac. Fait que ouais, tu sais, c'est ça, on roulait un peu plus, là. Tu sais, je pense qu'aussi on n'avait pas trop peur du crash, là, parce que de toute façon, les conséquences du crash sont pas dramatiques. Puis tu sais, t'as intérêt à y aller, là. Tu sais, moi, j'arrêtais pas, généralement. Au début, j'arrête quand je prends comme 3 accidents, 3 problèmes. Puis là, je me dis, bon, j'atterris, puis je prends 2 cartes, puis that's it, là. Mais c'est ça peut être long si t'hésites à chaque fois. Ouais. Pour l'avoir vécu, je confirme. Dans SkyTeam, tu pourrais avoir quelqu'un qui soit très indécis par rapport à son dé, mais là, à un moment donné, t'es juste 2, là, fait que c'est plus facile de dire, ben, embraye, tu fais des gros yeux, tu sais, c'est un peu de communication, mais quand même. Ouais, pis en même temps, t'as pas 56 options non plus, là. T'as 4 dés à placer, pis il y en a 2 que tu sais qu'il faut qu'il y ait un dé qui aille là, tu sais. Ouais. Mais, étant donné qu'il y a plein de trucs à considérer, des fois, l'ordre dans lequel tu les joues pis tout ça, fait que t'as quand même des décisions importantes à prendre, même si t'as, au final, juste 2 emplacements que tu décides que tu vas placer un dé là. Ouais. Mais même si ça te prenait beaucoup de temps à choisir, ça fait quand même que la partie ça va pas durer 1 heure. En tout cas, Non, si t'as une game de SkyTeam qui dure plus qu'une demi-heure, là, ben, jouer à un autre jeu peut-être, je sais pas. Ouais, non, mais en même temps, si les 2 joueurs sont corrects avec ça, pis on la paralysie de l'analyse, pis tu jases en même temps. On vous jugera pas, là, mais comme, je suis d'accord avec toi que c'est un jeu de 15-20 minutes, normalement. Ouais. En tout cas, pour la plupart des gens, je pense. Ouais, mon commentaire était un peu, ça avait du jugement, mais en tout cas, vous joueriez pas avec moi. Sinon, côté esthétique, moi les deux, je les trouve beaux. Tu sais, First in Flight, là, tu sais, il y a un air un peu, je trouve que ça fait, il est comme joli, tu sais, ça fait beau. C'est comme il évoque pour moi le plaisir de s'envoler. Tu sais, c'est comme, il est coloré. Il y a comme une teinte un peu pastel, tu sais. Puis moi j'ai la version de base là, mais une version Kickstarter de luxe là où les pions des avions sont plus élaborés puis tout ça là, mais moi je trouve que la version de base a fait très bien le job, puis j'imagine que c'est celle-là qui va être disponible en magasin. Je sais pas s'il est sorti en fait ou s'il sort bientôt là. Même le de base, c'est quand même de très bonne qualité là. C'est ça, puis tu sais, c'est l'iconographie est simple, est claire. Puis j'aime l'espèce d'aspect un peu historique parce que toutes les cartes c'est des personnages qui ont déjà existé là, je les connaissais pas toutes là, mais tu sais c'est des personnages qui ont vraiment eu un impact sur le développement du vol. Puis on a à la fin du livre, on a des petites infos historiques sur justement qui étaient ces personnages-là. Fait que je le trouve joli puis instructif.
SkyTeam est peut-être pas instructif, quoi qu'il peut en apprendre peut-être un peu sur la procédure d'atterrissage, là, parce que je pense ils ont vraiment consulté des pilotes, puis il y a Olivier sur notre Discord qui je pense fait ça dans la vie, puis qui disait que le thème venait vraiment le chercher, puis qui trouvait que le jeu était bien réussi, là. Fait que donc ils ont vraiment bien intégré le thème aussi, puis tu sais, niveau matériel puis visuel, je trouve que c'est super beau, super bien réussi, là, les petits sliders là que tu mets ta piste d'atterrissage, puis ton trafic aérien dedans, là, ça marche super bien. Tu sais, les jetons de café puis les avions du trafic, justement, tu sais, c'est des genres de petits meeples de bois qui ont vraiment l'air d'une tasse de café puis d'un avion, là. Puis tu sais, les dés, quand t'es places, c'est un espèce de plateau double couche, tu places tes dés, t'as des gauges qui vont bouger pendant la partie, ça marche super bien, ils slident bien, puis ils restent en place un coup que t'as fini de les slider, puis tu sais, j'ai vraiment rien à redire sur le matériel de SkyTeam. Ouais, puis moi ça a l'air niaiseux là, mais je trouvais ça full cool, les petits sliders justement qui disent tu l'as fait, parce que ça fait comme une petite lumière verte, fait que tu te dis comme all systems go, puis tu sais, t'as vraiment l'impression d'avoir ton panneau de contrôle d'avion, là. Ça a l'air niaiseux, mais moi je trouvais ça cool. Ouais, non, je suis d'accord. Donc maintenant c'est à votre tour de nous donner votre avis. Est-ce que vous êtes #Team Vince avec First in Flight? Ou est-ce que vous allez être #Team Sam avec SkyTeam? Dans tous les cas, on va vous souhaiter un bon voyage. N'oubliez pas d'attacher vos ceintures et surtout pendant les turbulences. Il y avait quand même plus de turbulences pour First in Flight, donc votez SkyTeam. Ouais, mais les conséquences d'un écrasement avec Sam sont beaucoup plus dramatiques qu'avec First in Flight, où tu fais juste te relever. T'as volé comme à 3 pieds du sol, tu t'es bêché un peu. Tu vas peut-être avoir une écharpe parce que ton avion a cassé un peu, là, mais c'est pas trop pire. Fait que sur ce, on aimerait remercier nos Patreons. Merci beaucoup pour votre support. Pour les autres, si vous voulez vous joindre à la communauté de Patreon, eh bien, vous allez avoir accès à des trucs exclusifs, entre autres nos segments en dessous de la table, qui sont nos commentaires à chaud sur nos épisodes. Vous allez avoir aussi droit à l'envers du décor du tournage de mon entraînement contre Professeur Board Game. D'ailleurs, au dernier épisode, on a refait le draft. On laisse encore un peu de temps aux gens pour voter. Et encore une fois, le gagnant va pouvoir imposer une conséquence au perdant. Donc, allez voter pour la meilleure collection de 4 jeux. Là. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de 2 semaines, allez le faire maintenant. Allez voter sur Discord, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Venez commenter l'épisode en cours aussi sur toutes ces plateformes-là. Je trouve qu'on a un petit peu plus de commentaires depuis quelques temps, puis j'aime ça vous lire, j'aime ça interagir avec vous. Il y a plus de vie sur le Discord aussi, donc c'est cool. Continuez comme ça. C'est ça qui est le fun d'un podcast, c'est de créer une communauté, puis d'interagir avec, puis de partager notre passion pour les jeux. On aimerait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Et merci à tous ceux qui nous ont encouragés pour le défi Joudon. C'est vrai, on va se voir là prochainement. C'est le 25 février. Nous autres, on va être au Randolph au 10-30 à Brossard. Fait que si vous voulez nous dire un petit coucou ou venir jouer un jeu avec nous, on va être bien content de vous accueillir. Surtout si vous portez un t-shirt Board Game Duel que vous avez acheté sur notre Spreadshop. Exact, vous pouvez aller voir, on vend des t-shirts, des tasses, des sacs, et même des vêtements pour bébé. Oui, Max a l'air super cute. Fan numéro 1. Sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. On vous dit à plus. Bye. T'enregistres? Oui, ça enregistre depuis 12 secondes. Ah! Ça veut dire qu'on a perdu tout ce temps-là à dire des niaiseries au lieu d'enregistrer le réel épisode. Tout ce temps-là gaspillé de façon
monumentale dans l'enregistrement qui va te forcer à faire plus de montage en début d'épisode que normalement parce que on perd encore plus de temps parce que je fais juste dire de la scrap avant de commencer l'épisode pour vrai. Toute cette tirade-là, c'était quasiment 2 fois plus long que ce qu'on a perdu. No joke. Je suis diabolique.